Bonjour à tous, nous voici déjà au 12e et dernier TP du cours de statistique d'ANAT 3. Et ce dernier TP, je vais le décomposer en deux podcasts. Le premier correspondra au chapitre étalonnage et normalisation, et une autre vidéo sera dédiée à la MAD, soit une technique robuste qui permet de mettre en évidence des outliers ou encore nommées valeurs extrêmes. L'idée de l'étalonnage est la suivante. Il existe des mesures pour lesquelles il n'est pas possible d'interpréter le score brut. Si je vous dis par exemple qu'un individu donné a un IMC de 14, eh bien je ne suis pas capable de dire si cette valeur correspond à un résultat dans la norme, à un surpoids ou à un sous-poids, si je n'ai pas un peu d'informations sur le sujet. En effet, les courbes de poids ne seront pas la même en fonction de la population cible. Si je vous dis par exemple que j'ai un individu de sexe féminin et que cet individu a un IMC de 14, eh bien, ce n'est pas encore suffisant pour savoir interpréter l'IMC. Je vais en plus avoir besoin de connaître l'âge de la personne pour savoir si elle est dans la norme ou pas. Si je vous dis qu'il s'agit d'une femme de 18 ans, eh bien, je vais pouvoir déterminer où elle se situe par rapport à la courbe en regardant ce graphique. Vous voyez que sur ce graphique, j'ai représenté les âges sur l'axe des abscisses et l'indice de masse corporelle sur l'axe des ordonnées. Pour savoir si un individu se situe dans la norme ou pas, je vais devoir croiser l'abscisse et l'ordonnée. Pour ma femme de 18 ans, je constate qu'en croisant l'IMC avec l'âge, je tombe dans la zone qui correspond à la zone d'insuffisance pondérale. Autrement dit, si l'IMC de 14 correspond à une femme de 18 ans, eh bien je peux dire que cet individu est en sous-poids. Si maintenant la personne pour laquelle je connais l'IMC de 14 est une fille de 7 ans, eh bien à nouveau je vais me reporter à ma courbe pour savoir où est-ce qu'elle se situe. Comme tout à l'heure, je vais croiser son âge avec le poids et cette fois j'observe qu'un IMC de 14 correspond à un IMC qui est dans la norme. Plus spécifiquement, je peux constater que cet IMC est situé entre le 10e et le 25e percentile, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un individu ayant un poids qui est dans la norme inférieure. C'est une personne qui fait partie des 25% des personnes les plus légères de la population, sans pour autant être en cas d'insuffisance pondérale. Il s'agit d'un exemple parmi plein d'autres de mesures qui ne peuvent être interprétées dans l'absolu, mais qui n'ont un sens concret qu'en regard de la population de référence. Il est possible de transformer ces scores, de calculer des scores dérivés, qui sont tels qu'on n'a plus besoin de connaître les caractéristiques de la population de référence pour pouvoir leur donner un sens concret. La première technique est une technique que vous avez vue en bac 1 qui consiste à calculer le score standardisé qu'on appelle encore score Z. Il s'agit de transformer un score de sorte qu'il n'appartienne plus à une distribution de moyenne et d'écart type quelconque, mais bien à la normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart type 1. Vous aviez étudié ce type de score dans le contexte de la distribution normale et effectivement, calculer un score Z n'est adéquat que si la distribution de référence est normale. Pour rappel, le score Z me dit de combien d'écart type je m'éloigne de la moyenne. Si le score Z est positif, ça veut dire que j'ai un score qui est supérieur à la moyenne, et si j'ai un score Z négatif, ça veut dire que j'ai un score qui est inférieur à la moyenne. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pertinent uniquement si la distribution de départ est normale ? Eh bien, c'est parce que nous avons toute une série de références qui dit par exemple que pratiquement 100% des sujets ont un score compris entre plus ou moins 3 écarts types autour de la moyenne. On sait aussi que 95% de l'air sous la courbe se situe dans l'intervalle score Z plus ou moins 1,96. Eh bien, ce genre de références ne sont exactes que si les données de départ sont normales. Attention, ne faites pas l'erreur de croire qu'en calculant un score Z, vous normalisez la distribution. Si la distribution non standardisée n'est pas normale, il n'y a aucune raison que la distribution standardisée devienne tout à coup normale. Voici un petit exemple d'une distribution quelconque, qui n'est pas du tout normale, on voit bien qu'elle est bimodale, par exemple, de moyenne 13,46 et d'écart type 3,57. La standardisation va consister à d'abord centrer la distribution, c'est-à-dire ôter de chaque point la moyenne de la distribution de départ, de sorte à ce qu'elle soit centrée autour de 0, et ensuite à la réduire, c'est-à-dire à diviser chacun des points par l'écart type de la distribution de départ, de sorte que la distribution ait un écart type égal à 1.
Si je commence par centrer ma distribution, donc comme je viens de le dire, à ôter à chaque point l'équivalent de la moyenne de la distribution de départ, j'ai une distribution qui a le même écart-type que la distribution de départ, mais une moyenne de 0. J'observe qu'en faisant cette opération, je me contente de translater, déplacer ma distribution vers la gauche et je ne modifie en rien sa forme. Si elle n'était pas normale au départ, elle n'est toujours pas normale à présent. La deuxième étape est l'étape de réduction. Donc je réduis ma distribution pour que son écart-type soit égal à 1. Et j'observe que ce faisant, j'écrase ma distribution, mais elle n'est pas plus normale qu'elle ne l'était avant. Si vous souhaitez vous réentraîner au calcul du score Z, je vous renvoie au cours de BA1 dans lequel il y a énormément d'exercices. Voici juste un tout petit exemple. Imaginons que j'étudie une femme adulte ayant un QI de 132. Comment interpréter cette valeur de 132 ? Eh bien, à nouveau, en calculant un score Z. Vous savez que le QI est une distribution de moyenne 100 et d'écart type 15. Le score Z sera donc égal à 132 moins 100, soit 32 divisé par 15, 2,13. Je peux en déduire que cette femme adulte a un QI qui est de 2,13 écart type supérieur à la moyenne de la population. Autrement dit, grosso modo, elle fait partie des 2,5% de la population ayant le QI le plus élevé. Alors, je dis 2,5% vraiment à la grosse louche. Vous savez qu'il y a à peu près 95% des scores de la distribution qui sont situés dans l'intervalle plus ou moins 2 écarts types. Et donc 2,5% au-dessus de 2 et 2,5% en dessous de moins 2. Voilà pour la première technique qui permet d'avoir un score que l'on peut interpréter indépendamment de la population de référence. Il existe une autre technique qui ne vous est pas non plus étrangère, qui est le calcul du rang percentile. De manière générale, si un score X correspond à un certain percentile, eh bien je peux comprendre qu'un pourcentage égal à ce percentile des scores de la population est inférieur à ce score X. Par exemple, si le score X est égal au 73e percentile, ça veut dire que 73% de la population a un score inférieur à X. Si X est égal au percentile 90, ça veut dire que 90% de la population a un score inférieur à X, etc. Or, cette idée d'obtenir une mesure qui me dit quel est le pourcentage de la population ayant un score inférieur au score que j'étudie, eh bien, ça correspond à un concept que vous aviez étudié en constituant des tableaux de transnumérisation, et ce concept, c'est la fréquence relative cumulée. Si la distribution que j'étudie est normale, alors cette technique est équivalente au score Z, elle n'est ni meilleure ni moins bonne. Par contre, si la distribution que j'étudie n'est pas une distribution normale, eh bien cette technique est beaucoup plus robuste. En effet, elle ne repose pas sur le calcul de paramètres qui impliquent la condition de normalité pour être vraiment tout à fait efficace, tels que la moyenne et l'écart type. Du coup, si vous voulez calculer les rangs percentiles dans SPSS, eh bien, il suffit de calculer un tableau de fréquences et de se reporter à la colonne qui correspond aux fréquences cumulées. Je prends l'exemple du fichier étalonnage.sav que vous trouverez à disposition sur l'UV et je vais déterminer les rangs percentiles des différents scores de cette distribution. Attention, petit rappel, normalement dans SPSS, une ligne doit correspondre à un sujet. Vous voyez ici que dans l'exemple que je fournis, une ligne n'est pas égale à un sujet puisque j'ai une série de scores et chaque score est associé à une fréquence. Si j'avais encodé ces scores de manière classique comme j'ai l'habitude de le faire dans SPSS, j'aurais dû avoir deux lignes correspondant au score 2, une seule ligne correspondant au score 3, mais 7 lignes correspondant au score 4, etc. On avait vu que lorsqu'on utilisait ce mode de présentation économique, il était indispensable de, dans un premier temps, pondérer chaque ligne de sorte que SPSS comprenne qu'une ligne n'est pas égale à un sujet. Et l'option qui permettait de le faire, c'était Data Weight Cases. Je spécifie que je veux pondérer chaque ligne en fonction d'une variable, et plus spécifiquement en fonction de la fréquence. Comme toujours, j'aurai un petit message qui va apparaître dans l'output. Et surtout, à partir de maintenant, eh bien, les calculs se feront en prenant en compte le fait que chaque ligne n'était pas égale à un sujet. Vous voyez d'ailleurs qu'en bas à droite de votre fenêtre, Weight On doit apparaître. Une fois que j'ai activé le Weight Cases, je me rends dans Analyze Descriptive Frequencies et je spécifie que je veux calculer un tableau de fréquence pour la variable score.
Et voilà. En regardant la dernière colonne, Cumulative Percent, je peux voir à quel percentile correspond chacun des scores de la distribution. Je vois par exemple que le score 2 correspond au percentile 1,3. Concrètement, ça veut dire qu'il y a 1,3% des scores de la distribution qui sont inférieurs ou égaux à 2. Je vois que le score 11 est associé au percentile 53,8, ce qui veut dire qu'il y a 53,8% des scores de la distribution qui sont inférieurs ou égaux à 11, etc. pour toute la distribution. Je vois que le score 18 correspond au percentile 100, ce qui veut dire que 100% des scores de la distribution sont inférieurs ou égaux à 18, et effectivement, dans la mesure où il s'agit du score le plus élevé de la distribution, c'est logique. Maintenant que nous avons revu les deux techniques d'étalonnage, à savoir le calcul du score Z et le calcul du rang percentile, eh bien nous allons combiner ces deux techniques pour faire ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire forcer les scores d'une distribution quelconque dans une distribution normale de moyenne et d'écart type donné. Nous allons le faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons forcer les scores de la distribution de départ dans une distribution normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1. Et ensuite, nous transformerons les scores obtenus pour les faire rentrer dans une normale de moyenne et d'écart type donné. Pour ce faire, on va rester sur le même exemple, étalonnage. Et donc, on va essayer de transformer la distribution de ces scores ici en une distribution normale. Alors, on va commencer par représenter graphiquement les données de cette distribution. Je vais réaliser un histogramme de la variable score. Et voilà ma distribution. On voit bien qu'elle n'est pas du tout normale. Elle présente ce qu'on appelle une asymétrie négative assez forte. On peut superposer sur ce graphique la distribution normale et on voit bien effectivement que les données ne s'ajustent pas du tout à une normale. Et l'objectif de la normalisation, c'est vraiment d'essayer de forcer les scores dans une distribution normale. Alors, dans un premier temps, nous allons, comme je l'ai dit, forcer les scores dans une distribution normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Qui dit distribution normale de moyenne 0 et d'écart type 1 doit tout de suite vous faire penser au score Z. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder tous les scores de la distribution de départ et pour chacun d'eux, on va se demander à quel rang percentile il correspond. Ensuite, on va se demander si j'avais une distribution normale de moyenne 0 et d'écart type 1, à quel score Z correspondrait ce rang percentile. Petit rappel de bac 1, vous aviez eu pas mal d'exercices sur les scores Z, et un des premiers exercices que vous avez dû faire, c'était de déterminer quelle est la portion d'air sous la courbe d'une loi normale centrée réduite, telle que le score Z soit inférieur ou égal à une valeur donnée. On aurait par exemple pu vous demander quelle est la probabilité d'obtenir un score Z inférieur ou égal à 1,96, ce qui revient à déterminer l'air sous la courbe qui couvre toute cette surface en vert. On pourrait regarder une table de la loi normale. Voilà une table qui ressemble assez fort à ce que vous avez dans le syllabus théorique. Eh bien, si je cherche l'air sous la courbe qui correspond à un score Z inférieur ou égal à 1,96, je dois croiser la colonne 1,9 avec la ligne 0,06 et j'arrive à une valeur de 0,975. Donc ça, c'est le premier type d'exercice qu'on avait revu. Déterminer quelle est la portion d'air sous la courbe qui correspond à un score Z inférieur ou égal à une borne donnée. Mais on peut prendre le problème dans l'autre sens. Et on pourrait aussi se demander quelle est la valeur de la borne telle qu'il y ait 97,5% des scores Z qui soient inférieurs ou égal à cette borne. Et ça, c'est le deuxième type d'exercice que vous aviez dû réaliser en bac 1. Et donc, si je vous avais dit quelle est la borne Z telle qu'il y ait 97,5% des scores Z ayant une valeur inférieure à cette borne, eh bien la réponse que vous auriez dû trouver c'est 1,96. Et pour déterminer cette réponse, vous auriez dû chercher la valeur 0,975 à l'intérieur de la table et regarder à quel score Z ça correspond. Ça correspond au score Z 1,96. Quand je vous dis qu'on va devoir déterminer
pour chaque rang percentile à quel score Z il aurait correspondu dans une normale centrée réduite, ça revient donc exactement la même chose que ce deuxième type d'exercice que vous aviez fait en bac 1. Le score brut de 2 dans ma série de départ correspond au percentile 1,3. Autrement dit, il y a 1,3% des scores qui sont inférieurs ou égaux à ce score de 2. Je devrais, via la table, essayer de déterminer quelle est la borne Z telle qu'il y ait 1,3% des scores Z sous la distribution normale centrée réduite qui soit inférieure ou égale à cette borne. Alors, si vous voulez vous réentraîner à faire ce type d'exercice manuellement en utilisant la table, vous pouvez. Ceci dit, ça risque d'être assez long et fastidieux. Surtout pour déterminer le score Z qui correspond à un rang percentile inférieur à 50. Je vous rappelle que la table de la loi normale centrée réduite est une demi-table. On n'y retrouve que les scores Z positifs. Or, si le rang percentile est inférieur à 50, eh bien nécessairement, ça veut dire qu'on est en train de chercher un score qui est inférieur à la moyenne de la distribution et qui correspond donc à un score Z négatif. Pour déterminer à quel score Z correspond le rang percentile 1,3, eh bien vous ne pourrez pas trouver la réponse directement dans la table, vous devrez jouer sur les propriétés de la loi normale, entre autres la propriété de symétrie. Vraiment, si vous voulez refaire l'exercice, ça peut être une très bonne chose pour être sûr que vous comprenez bien encore toutes ces notions. Ceci dit, heureusement pour nous, il existe une formule très simple à appliquer dans Excel qui permet de déterminer de manière beaucoup plus rapide à quel score Z correspond chacun des rangs percentiles. Cette fonction, pour la version française d'Excel, c'est loi.normal.standard.inverse. Vous voyez qu'elle est indiquée ici en bas de la page 4 de l'introduction théorique du chapitre. La première chose à faire, c'est d'ouvrir un tableur Excel et une fois que c'est fait, de copier-coller le tableau de fréquence. Pour ce faire, vous pouvez faire un clic droit sur le tableau de fréquence, copie. Ensuite, vous vous rendez dans le tableur Excel, vous placez votre curseur par exemple en A1 et vous pouvez au choix faire clic droit et faire un collage, ou alors si vous connaissez les raccourcis, vous pouvez aussi utiliser le CTRL-V, ça revient exactement au même. Histoire d'organiser un petit peu le tableur et de s'y retrouver facilement, on va placer les réponses dans la colonne H par exemple, et en tout cas on va s'arranger pour que le score Z qui correspond au rang percentile 1,3 soit placé sur la troisième ligne, que le score Z qui correspond au rang percentile 1,9 soit placé sur la quatrième ligne, etc. N'oubliez pas que lorsqu'on veut introduire soit une fonction, soit un calcul dans Excel, il faut obligatoirement commencer par introduire le symbole égal, sinon les calculs ne seront pas opérés par le logiciel. Une fois que j'ai introduit égal, je commence à introduire ma formule, que voici, loi.normal.standard.inverse. J'ouvre la parenthèse et je dois spécifier des arguments. Pour cette fonction, vous voyez qu'il y a un seul argument. Et cet argument, c'est une probabilité. Vous savez que un rang percentile peut être exprimé en pourcentage ou bien en proportion, c'est-à-dire en nombre compris entre 0 et 1. Et dans le tableau de fréquence d'SPSS, eh bien, il est exprimé en pourcentage. Donc vous n'allez pas directement pouvoir faire référence à la cellule F3 dans votre fonction. Si vous le faites, ça va introduire un message d'erreur puisque 1,3 n'est pas un nombre compris entre 0 et 1. Vous avez deux solutions. Soit vous transformez directement le pourcentage en proportion à l'intérieur de la fonction loi.normal.standard.inverse, ce qui se fait tout simplement en divisant le contenu de la cellule F3 par 100, ça fonctionne très bien. Ou alors, si vous préférez, rien ne vous empêche de, dans un premier temps, créer une colonne supplémentaire dans votre tableau qui s'appellera fréquence relative cumulée et dans laquelle vous allez introduire les pourcentages cumulés divisés par 100 et ce pour chacun des rangs percentiles. Personnellement, je préfère directement introduire la transformation à l'intérieur de la fonction. Ceci dit, si vous n'êtes pas très à l'aise avec Excel, n'hésitez pas à passer par cette étape intermédiaire. Je trouve une valeur de moins 2,23
Et j'en déduis que le score Z dans une normale centrée réduite qui correspond au percentile 1,3 est moins 2,23. Ce qui concrètement veut dire qu'il y a 1,3% des scores Z qui sont inférieurs ou égales à moins 2,23 sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Puisque j'ai fait référence à la cellule F3 et que je n'ai pas figé cette cellule, je peux directement étirer la formule pour toutes les autres lignes. Et en quelques clics, j'ai obtenu le score Z qui correspond à chacun des rangs percentiles de ma distribution. Vous remarquerez que vous aurez un message d'erreur qui apparaîtra à la ligne qui correspond au rang percentile 100, ce qui est tout à fait normal. Parce que dans une distribution normale, eh bien, on ne peut pas déterminer un score Z tel qu'il y ait 100% de l'air sous la courbe qui soit inférieur à ce score. N'oubliez pas qu'une distribution normale est une distribution continue qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Autrement dit, le score Z qui correspondrait à la borne telle qu'il y ait 100% de l'air qui lui soit inférieur, eh bien ce serait plus l'infini. En calculant tous ces scores Z, j'ai forcé mes scores de ma série de départ dans une normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Le but de l'exercice était de forcer les scores de la série de départ dans une normale de moyenne et d'écart type donnée. On va en fait s'arranger pour avoir une distribution ayant la même moyenne et le même écart type que les séries de départ. Autrement dit, je vais commencer par calculer la moyenne et l'écart type de la série de départ et ensuite je vais transformer les scores Z de sorte à ce qu'ils correspondent à une normale ayant cette même moyenne et ce même écart type. Je retourne dans ma base de données, je vais commencer par faire une descriptive. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens de calculer la moyenne et l'écart type d'une distribution donnée. Comme souvent, je vais utiliser Analyze Descriptive Frequencies. Dans les statistiques, je vais spécifier que je veux connaître moyenne et écart type de la série. Je continue. Et j'obtiens dans un petit tableau les valeurs. Donc je vois que la moyenne de ma série de départ c'était 10,51 et que l'écart type c'était 3,407. Alors, pour ne pas devoir retenir ces valeurs, je vais les coller dans Excel. Donc mon but, c'est de transformer ces scores Z ici en des scores qui ne correspondent non plus à des scores d'une distribution normale centrée réduite, mais à des scores d'une distribution normale de moyenne 10,51 et d'écart type 3,407. Je vous rappelle qu'un score Z est égal à un score brut auquel on a ôté la moyenne et ensuite dont la soustraction a été divisée par l'écart type. Par transformation de cette équation, on peut en déduire que le score brut est égal au score Z multiplié par l'écart type et ensuite auquel on a additionné la valeur de la moyenne. Eh bien, voilà la transformation que je peux faire dans mes scores. Je vais mettre en vis-à-vis pour l'appliquer. Je vais multiplier le score Z par la valeur de l'écart type. On avait vu que l'écart type valait 3,407. Et ensuite, je rajoute plus la moyenne. Et voilà ce qui me donne, pour le premier score, 2,92. Si je veux pouvoir étirer cette formule dans toutes les autres cellules, je vais devoir figer les cellules qui contiennent les valeurs de la moyenne et de l'écart type. Donc je dois m'arranger pour que, quel que soit l'endroit où je place mon calcul, ce soit toujours bien les cellules D28 et D27 qui soient considérées. Et pour ceux qui ne connaissent pas Excel, eh bien cela se fait en utilisant les dollars. Je dois placer un dollar devant la lettre de la cellule ainsi que devant la ligne de la cellule. Si jamais vous n'êtes pas familier avec tout ça, je vous renvoie au syllabus qui a été créé par Damien Debeau, qui est très bien fait et qui est normalement disponible sur l'UV pour tout le monde. J'ai modifié ma formule. Maintenant, je vais pouvoir l'étirer. Et voilà comment j'obtiens de nouveau en quelques clics les scores qui correspondent à une normale de moyenne 10,51 et d'écart type 3,407.
Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'histoire des dollars, rien ne vous empêche d'introduire directement les valeurs de la moyenne et de l'écart type dans la formule, donc d'introduire H3 multiplié par 3,407 plus la valeur de la moyenne, soit 10,51, comme ceci. Vous aurez des résultats qui seront un tout petit peu moins précis, c'est-à-dire que vous ne prenez en compte que 3 décimales dans le calcul de l'écart type et 2 décimales dans le calcul de la moyenne. C'est pas très grave en soi, de toute façon on arrondit les réponses en général à 2 décimales et donc ça va rien changer du tout. In fine, cette distribution ici, eh bien, elle correspond à la transformation des scores de la série de départ pour les forcer dans une normale de moyenne 10,51 et d'écart type 3,407. Et voilà qui conclut le chapitre sur la normalisation.